Monsieur Tadiamagou Johnson, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien et je voudrais saluer également mes compatriotes qui sont à l'écoute. Bien, merci. Dans un instant, nous parlerons de la date du 29 septembre. D'abord, la rentrée des classes, on vous a vu dans certains établissements scolaires. Qu'est-ce que vous êtes allé faire? Une visite dans le cadre de ma mission en tant qu'élu de contrôle de l'action gouvernementale. C'est vrai que les Togolais ne sont pas habitués à cela, mais ça fait bel et bien partie de la mission des élus à l'Assemblée nationale, légiférer, mais aussi contrôler l'action gouvernementale. Et j'ai pris cette initiative-là d'aller visiter les écoles à la rentrée scolaire parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'éducation est un secteur important, j'allais dire stratégique pour notre pays et on sait les difficultés qu'il y a. Donc c'était bien d'aller toucher du doigt les problèmes que rencontre ce secteur-là pour agir en conséquence. Vous avez été sur le terrain, qu'est-ce que vous avez vu? J'ai vu des infrastructures scolaires en général qui se portent très mal, qui sont ouvertes, qui sont souvent objets de vol, qui sont détériorées pour quelques-unes d'entre elles. Vous avez, quand c'est clôturé, vous avez des portails enlevés, ou alors vous avez des pans entiers de murs qui tombent. Et le pire que j'ai vu à Matsouan, c'était une école avec une clôture en bois ressemblant à un enclos pour bœufs et avec des élèves travaillant sous un apatam à Lomé ici, juste en face de la présidence de la République. Il suffit juste de traverser la route, on va du côté nord et on est dans Massouin. Et j'ai vu un environnement incroyable. Je me suis demandé si on était dans une agglomération rurale. Et je me suis demandé si mes concitoyens sont vraiment des citoyens à part entière, ceux qui vivent là-bas, et s'ils n'ont pas droit au développement. Aucune infrastructure urbaine. Tout manque là-bas. Et c'est juste en face de la présidence de la République. Et j'ai vu des écoles bondées, faute d'enseignants. J'ai vu des élèves assis 5 par banc à Lomé. On m'a dit que la demande en enseignant a été faite à la hiérarchie et qu'on a promis y travailler. Mais ça ressemble à quelque chose que j'ai déjà vu l'année dernière. En pleine année scolaire, j'ai déjà fait une visite d'établissement scolaire. Et je parie que ces problèmes-là ne seront pas réglés avant la fin de l'année scolaire. C'est clair qu'il y a quelques semaines, assis là dans ce fauteuil, un représentant du ministère a évoqué les efforts qui sont faits notamment par les autorités pour pallier un peu à ce que vous venez de décrire. Mais vous, en tant que député, après cette visite, quelle va être la suite? Eh bien, la suite, c'est que d'abord, ce que j'ai vu, je vais le partager avec mes collègues. J'ai des vidéos que j'enverrai au président de l'Assemblée nationale et aux collègues de la commission qui est en charge de l'éducation. Il y a des interpellations qui iront vers le titulaire de ce portefeuille-là. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir que la session budgétaire va s'ouvrir bientôt. Même si on s'interroge, on se demande qui va travailler sur
un budget pour 2026, lorsqu'on sait que depuis 4 mois au moins, on a un gouvernement qui est sortant. On se demande comment cette session budgétaire-là va se passer, mais en tout cas, ce sera une occasion que je saisirai pour faire mon devoir d'élu. D'abord, m'assurer de ce qui a été fait avec le budget 2025 et puis veiller à ce que le budget 2026 puisse avoir des prévisions pour des avancées concrètes sur ces points que j'ai pu observer. Parce que ça sert à rien de venir à la rentrée scolaire, d'aller visiter des établissements fraîchement peints et de déclarer la rentrée scolaire a été un succès. Ce que j'ai vu, moi, m'amène à dire qu'on est loin du succès annoncé. C'est votre conclusion, madame. Nous sommes aujourd'hui dimanche, nous sommes le 28 septembre 2025. Demain, c'est le 29 septembre. Cela fera un an, jour pour jour, que la conférence que vous organisez au siège de votre parti à Berrouvémé a fait l'objet d'une attaque. Quels sont les souvenirs que vous gardez de cette journée-là? C'était un dimanche. Un triste souvenir. Un triste souvenir. Et physiquement, ça m'a laissé des marques. Je pense que ce qui m'a sauvé et limité les dégâts personnellement le jour-là, c'est que dans la précipitation, j'avais vraiment pas le temps de me coiffer. Alors j'ai pris mon second pagne et que j'ai attaché ce second pagne-là sur ma tête, et je me suis rendu compte que ça a amorti beaucoup de coups, mais en dépit de cela, eh bien, je vois tous les matins quand je me coiffe que une partie de mon front est enfoncée, et je m'imagine ce que ça serait. Et je me remémore la tête de mon collègue Targone ensanglanté, et je revois le collègue Guy-Marius Sagna par terre. Il n'en pouvait plus à un moment donné, tellement il a reçu des coups. Je vois mes concitoyens participant au séminaire avec des bosses un peu partout et des plaies, et je nous revois en clinique en train d'être soignés. Mais malgré ces tristes souvenirs, on constate à ce jour que l'impunité règne toujours. Nous parlerons des suites de cette journée dans un instant, mais quand vous évoquez des coups, vous avez été battu avec des bâtons ou avec des barres de fer? C'est avec quoi? Des barres avec des chaises qui sont cassées, oui. Je revois cet amoncellement-là de chaises cassées. Il y en avait à peu près 200, environ 200 de cassés. Et donc en dehors des chaises, tout y passait, même des pierres nous étaient lancées par des gaillards costauds venus exprès pour accomplir cette sale besogne, et qui malheureusement continue de circuler dans la ville, et dont on a vu certains à l'œuvre à nouveau le 6 juin dernier pendant les manifestations. Non, si vous dites, vous parlez de cette façon-là, ça veut dire que vous reconnaissiez ce qui était venu. Bien sûr qu'ils ont été reconnus, et des indications ont été données à la police au cours de l'enquête. Les nôtres ont témoigné,
et je ne comprends pas pourquoi à ce jour on ne nous dit pas voilà ce qui s'est passé, voilà l'identité de ceux qui vous ont agressé, voilà ce que nous prenons comme mesure pour leur appliquer la loi et éviter que cela ne se répète. Au contraire, on voit que on a le culot de délivrer un récépissé d'association à des gens qui se donnent comme mission d'aider la police à faire régner la paix. Et parmi ceux-là, hélas, on a vu qu'il y en avait qui nous avaient agressés. Non, en clair, c'est les mêmes. Oui, en clair, vous portez des accusations là. Est-ce que ces accusations que vous portez, est-ce qu'elles ont été portées devant la police? Et qu'est-ce que la police a fait? Absolument. Qu'est-ce que la police a fait? La police nous a écoutés, a pris note, et on s'attendait à ce que les résultats de l'enquête soient publiés. Et nous avons interpellé à plusieurs reprises, mais un an après, c'est le statu quo. C'est le statu quo, et malheureusement, on est habitué à ça. On est habitué, et on nous a dit qu'il y aura des enquêtes suite aux événements des 6, 26 et 27, où vous savez que les gens ont été bastonnés aussi, il y a eu beaucoup de blessés, mais il y a eu des morts. Il y a eu des morts. À ce jour, c'est le silence radio. On n'a aucune information sur l'état d'avancement des enquêtes ou même leurs résultats. Pourquoi pas? La question que j'allais vous poser, c'est s'il y a eu un début d'enquête, mais visiblement, vous avez répondu que les enquêtes ont commencé effectivement. J'ai été écouté, moi-même. Vous avez été où? J'ai été écouté à la police. Nous avons été à la police, on nous a invités à venir témoigner. Nous avons fourni une liste de volontaires ayant vécu les faits et qui étaient prêts à témoigner et qui sont allés témoigner. Au moins une vingtaine. Vous avez dit aussi que c'est pas la première fois que de telles situations se produisent au Togo. C'est vrai que depuis le début du processus démocratique togolais, des scènes de violence ont souvent émaillé la scène politique et les autorités ont souvent promis faire des enquêtes. Et force est de constater que très souvent aussi, les résultats de ces enquêtes-là ne sont pas connus des populations. Quelque part, est-ce que c'est pas un renfort à l'impunité? Bien sûr. Bien sûr, et on n'aurait pas tort, on n'a pas tort de penser que l'impunité fait partie des stratégies que le pouvoir utilise aussi pour se maintenir. On refuse de demander des comptes aux gens pour que ces personnes-là puissent continuer à faire allégeance, puissent continuer à rendre les services qu'on leur demande. Et c'est dommage. C'est dommage. Et c'est l'une des raisons importantes pour lesquelles ce pays doit changer. Le Togo doit changer. On doit mettre fin à ce système-là pour que nous puissions ensemble construire un pays où il y a la sécurité pour tous, où les droits et libertés fondamentales sont respectés, où le Togolais ne craint pas de d'exprimer librement son opinion. Vous personnellement, après cet épisode, c'est vrai que c'est une question que je vous avais posée une fois déjà, en ce jour, est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur, tout simplement parce que vous aviez dit tantôt que vous reconnaissez ou vous avez l'impression que certains qui avaient participé à cette descente au siège de votre parti politique continuent pas à opérer? Oui, mais vous connaissez un être humain vraiment qui n'a pas peur, qui n'a jamais peur. Nous avons tous peur. J'ai peur. Et ce n'est pas là la question. La question,
c'est de prendre conscience de ce que nous devons surmonter nos peurs et accomplir la mission qui est la nôtre. Le courage, c'est quelqu'un qui l'avait dit, ce n'est pas, c'est d'avoir peur, mais d'y aller quand même. Et donc, je vous mentirais si je vous disais que je ne connais pas la peur. J'ai peur, moi aussi. Mais que voulez-vous? L'invité phare de cette conférence, c'était le député sénégalais Guy Marius Sagna, qui avait été également agressé. Qu'est-ce qu'il est devenu depuis? Continue-t-il de s'intéresser au Togo? Il continue de s'intéresser à toute la sous-région parce qu'il prend son mandat à cœur. Il ne s'intéresse pas qu'au Togo, mais à toute la région. Et concernant le Togo, il était heureux de pouvoir revenir au Togo. Nous avons échangé, c'est d'ailleurs lui qui me l'a annoncé. Et puis, malheureusement, quelques jours après, on apprend que la session du Parlement ne se tiendrait plus au Togo, mais avait été déplacée ailleurs. Et je trouve cela dommage. Je ne sais par quoi c'est motivé. Est-ce que on le fait parce qu'on ne veut pas donner une occasion aux élus de la CEDEAO d'être mieux imprégnés de ce qui se passe dans notre pays? Parce que, ouais, figurez-vous, nous vivons une crise, et en pleine crise, ça aurait été une aubaine pour initier des actions qui informent les parlementaires sur les réalités que nous vivons. C'est peut-être ça qu'on a voulu éviter, mais je pense que si c'est ça, c'est ridicule, parce qu'aujourd'hui, on est à l'ère d'Internet, et s'ils se réunissent à des centaines de milliers de kilomètres du Togo, dès l'instant où on veut les cibler, on veut leur envoyer des messages, c'est quelque chose qu'on peut faire facilement. La deuxième session extraordinaire du Parlement de la CEDEAO devait initialement avoir lieu à Lomé. Cette session a été délocalisée à Port-Harcourt au Nigeria. Et cette session a accueilli deux Togolais cette semaine, Sénat Lipu et Innocent Kabara, qui sont des sénateurs. Vous leur dites félicitations, ces deux sénateurs togolais, pour leur intégration au Parlement de la CEDEAO. C'est de la provocation que vous êtes en train de faire. Je n'ai aucune raison de les féliciter parce qu'ils n'ont aucun mérite et parce qu'ils font beaucoup de mal à notre pays.